Malgré les efforts de contrôle précédents, la population de sangliers sauvages autour d'un ranch au Texas n'avait pas été totalement éradiquée. De nouveaux signes d'activité continuaient d'apparaître, notamment des sentiers perturbés et des dégâts croissants dans les zones dégagées. Cela indiquait que non seulement certains animaux étaient toujours présents, mais qu'ils étaient également devenus plus prudents et imprévisibles, probablement en raison de leurs expériences passées avec les pièges. Une nouvelle opération de piégeage a donc été menée afin de gérer la population restante. Le premier piège a été placé en bordure d'une zone boisée, près d'une végétation dense où les sangliers se cachent souvent avant de s'aventurer en terrain découvert. Cet emplacement a été choisi en fonction de leur déplacement connu, car il se situait sur un axe de passage fréquemment emprunté. L'installation a été effectuée tôt le matin et la zone a été laissée en l'état afin de préserver son milieu naturel. Le piège s'est déclenché à la nuit tombée. Le lendemain matin, des mouvements et des bruits étaient déjà perceptibles à distance. Après inspection, plusieurs sangliers ont été découverts à l'intérieur, entassés les uns sur les autres et se déplaçant constamment dans cet espace restreint. La situation a été gérée rapidement et tous les animaux capturés ont été relâchés avant d'être déplacés vers un autre site. Le second piège a été installé dans un champ ouvert du ranch. De prime abord, cet endroit semblait moins prometteur en raison de l'absence de couvert végétal, ce qui aurait normalement rendu les animaux plus méfiants. Cependant, le fait qu'ils soient dégagés a pu être atténué leur vigilance. Le lendemain, lors de la vérification du piège, le résultat a dépassé toutes les attentes. Un nombre important de sangliers sauvages avait été capturé, et surtout, il s'agissait de grands adultes, des individus très probablement responsables de graves dégâts environnementaux. Les animaux capturés ont été mis en sécurité et déplacés rapidement. Ensuite, un nouvel appât a été répandu et le piège a été réarmé. Cette étape était nécessaire car l'activité persistante dans la zone laissait supposer la présence d'autres animaux. Le piège suivant a alors été placé le long d'un sentier très fréquenté dans les bois, un autre itinéraire fréquemment emprunté par les sangliers. L'installation a de nouveau été réalisée avec soin afin de ne laisser aucune trace inhabituelle. Contre toute attente, les résultats ne se sont pas fait attendre. En fin d'après-midi, le piège était déjà rempli de sangliers. À l'intérieur, les animaux étaient entassés les uns sur les autres et s'agitaient sans cesse, se pressant fréquemment contre les parois. Cela laissait supposer qu'un groupe entier avait emprunté la piste et pénétré dans le piège en très peu de temps. Bien que la capture d'un grand nombre d'animaux puisse sembler un succès, elle a également soulevé des inquiétudes. Le fait qu'un piège de cette taille puisse être rempli si rapidement indique que la population totale de la zone pourrait être bien plus importante qu'estimé précédemment. Le dernier piège a été placé dans une zone herbeuse d'une pinède où la végétation dense offrait un couvert naturel. Ce type d'environnement tend à réduire la vigilance des animaux, les incitant ainsi à pénétrer plus facilement dans des structures inconnues. Le piège est resté en place toute la nuit. Malgré les fortes pluies, une inspection de contrôle a été effectuée le lendemain matin. Avant même d'atteindre l'emplacement exact, de forts mouvements à l'intérieur du piège étaient déjà perceptibles à travers l'herbe humide, accompagnés de secousses continues de l'enceinte. En s'approchant, on découvrit un important groupe de sangliers sauvages, serrés les uns contre les autres et tentant activement de s'échapper après y avoir passé la nuit. La situation fut maîtrisée sans délai et tous les animaux furent retirés du piège. Les pluies ont accentué l'urgence des tâches restantes, tout en marquant la phase finale de l'opération. Avec l'amélioration progressive des conditions météorologiques et le retour au calme dans la pinède, les dernières procédures ont été menées à bien, concluant officiellement la campagne de piégeage au Texas. Chaque piège a donné des résultats concrets, contribuant à une réduction significative des risques immédiats. Cependant, des traces fraîches encore visibles dans le sol humide indiquaient que la situation n'était pas entièrement résolue. Ces signes confirmaient que d'autres groupes de sangliers restaient actifs plus profondément dans la forêt, laissant supposer que des efforts de surveillance et de contrôle supplémentaires seraient probablement nécessaires à l'avenir. Avant cette phase, une vaste opération de piégeage menée 2 jours auparavant avait dépassé les prévisions. Plusieurs centaines de sangliers avaient été capturés. Malgré ce résultat, certains individus, notamment les plus dominants et les plus expérimentés, continuaient d'échapper à la capture.
Ces animaux faisaient preuve d'une vigilance et d'une prudence accrue, ce qui nécessitait des ajustements stratégiques. Pour remédier à ce problème, une série de pièges a été déployée à des endroits soigneusement choisis. Le premier piège a été placé en lisière de forêt, une zone connue pour être un axe de déplacement régulier. De nuit, un gros sanglier s'est approché prudemment du piège. Il avançait lentement, s'arrêtant fréquemment pour évaluer son environnement grâce à son odorat et à son observation. Après plusieurs tentatives hésitantes, l'animal a finalement pénétré suffisamment loin dans le piège pour déclencher le mécanisme. Une fois activé, le piège a immobilisé l'animal, qui a alors tenté vigoureusement de s'échapper, provoquant des mouvements perceptibles de la structure. Le piège suivant a fonctionné comme prévu lorsque deux sangliers se sont approchés ensemble. Leur comportement, tout aussi prudent, était ponctué de pauses répétées pour observer les alentours. Malgré cela, la passe s'est révélée efficace. Lorsque les deux animaux sont entrés complètement à l'intérieur, le piège s'est déclenché. Les sangliers ont réagi par des mouvements brusques, cherchant à s'échapper, mais la structure est restée stable et bien fermée. L'inspection des pièges le lendemain matin a révélé des mouvements et des bruits constants avant même d'atteindre leur emplacement exact. À l'approche des pièges, les animaux capturés ont réagi en intensifiant leur activité dans les enclos. Chaque piège a été approché avec précaution et la situation a été évaluée méthodiquement avant toute manipulation. Un piège a donné un résultat inattendu. Il contenait un grand nombre de sangliers capturés simultanément, bien plus que dans les pièges précédents. Les animaux étaient regroupés en grand nombre et se déplaçaient sans cesse dans l'espace restreint, créant une situation sensiblement différente des captures précédentes. Un autre piège, situé à la lisière ouest de la forêt, ne contenait qu'un seul sanglier. Malgré son faible nombre, l'animal manifestait une forte agitation à l'intérieur de l'enclos, poussant à plusieurs reprises contre la structure pour tenter de s'échapper. L'espace restreint semblait intensifier ce comportement, bien que le piège soit resté bien fermé. Le dernier piège était placé plus profondément dans une zone plus dégagée et moins végétalisée de la forêt, où l'on s'attendait initialement à une faible activité. Cependant, après inspection, on y a trouvé plusieurs gros sangliers regroupés. Le confinement entraînait des mouvements constants et des contacts répétés avec les parois de l'enclos, ce qui a visiblement fragilisé la structure. Après vérification et entretien de tous les pièges, la situation a montré des signes de stabilisation temporaire. L'activité dans les environs a diminué et le calme est devenu nettement plus présent que les jours précédents. Cela indiquait que les menaces les plus immédiates avaient été réduites, sans toutefois être complètement éliminées. L'attention s'est ensuite portée sur une autre région aux conditions environnementales très différentes. En Arizona, un paysage aride et sec où les ressources en eau et les terres agricoles sont limitées, la présence de sangliers sauvages représente un défi particulier. Malgré cet environnement hostile, ces animaux se sont adaptés et ont commencé à endommager les terres cultivables déjà rares, exerçant ainsi une pression supplémentaire sur les ressources locales. La présence de sangliers dans un environnement aride et hostile soulève d'importantes questions quant à leur comportement et leur capacité d'adaptation. Ces zones, où les ressources en eau et en nourriture sont limitées, continuent pourtant d'accueillir ces animaux. Cela laisse supposer qu'ils recherchent activement des ressources essentielles, notamment des points d'eau et les dernières parcelles de terre exploitables. Dans ces conditions, leur comportement devient souvent plus imprévisible, ce qui complexifie leur gestion par rapport aux régions aux écosystèmes plus stables. Pour éviter que la situation ne s'aggrave, une stratégie de piégeage structuré a été mise en œuvre. 4 pièges ont été conçus et placés à différents endroits stratégiques. Le premier était une cache-piège, fabriquée manuellement, positionnée près d'une zone présentant des signes évidents d'activité fouisseuse récente, à proximité d'un des rares points d'eau disponibles. Après avoir sécurisé la cage, de l'appât a été disposé à l'extérieur et progressivement à l'intérieur du piège, créant ainsi un chemin d'alimentation naturel pour inciter les insectes à y entrer. L'installation a été terminée avant la tombée de la nuit et la zone a été laissée intacte. Durant la nuit, des sangliers ont suivi la piste olfactive et sont entrés dans le piège. Lors de l'inspection ultérieure du site, plusieurs animaux ont été trouvés à l'intérieur. Ils ont montré de forts mouvements dans l'enclos, mais n'ont pas pu s'échapper,
ce qui indique que le piège avait fonctionné correctement. Le second piège, également fabriqué à la main mais plus petit et plus solidement renforcé, fut placé dans une clairière près de la lisière de la forêt. Faute de couvert naturel, une attention particulière fut portée à son apparence afin de ne pas éveiller les soupçons. Après la mise en place et l'appâtage tôt le matin, la zone fut surveillée à distance. Dans l'après-midi, le piège s'était déjà déclenché. Un grand nombre de sangliers y étaient entrés, dépassant les prévisions initiales. Ils étaient regroupés en grand nombre dans cet espace restreint, démontrant ainsi la rapidité avec laquelle les animaux peuvent réagir à une source de nourriture accessible, même en milieu exposé. Un autre piège fut installé dans un bosquet où la végétation était plus dense. Lors de l'inspection, un seul sanglier fut trouvé à l'intérieur, mais il était particulièrement imposant et se débattait avec vigueur et persistance. L'animal tentait à plusieurs reprises de se débattre contre la structure pour s'échapper, produisant des bruits sourds qui résonnèrent dans les environs. Malgré ses efforts, le piège resta en place. Le piège final a été placé au cœur d'une zone densément boisée, là où l'on avait observé la plus forte concentration d'empreintes. Cet emplacement, signe d'une activité fréquente, était considéré comme le plus prometteur. Le piège a été préparé avec soin et laissé en place toute la nuit sans être dérangé. Le lendemain matin, des mouvements à l'intérieur de l'enclos étaient perceptibles avant même d'arriver sur place. En découvrant le piège, on apercevait plusieurs sangliers sauvages à l'intérieur, regroupés les uns contre les autres. Leur agitation accrue laissait supposer un confinement prolongé, mais la structure avait parfaitement rempli son rôle en contenant tout le groupe. Ces observations soulignent l'adaptabilité des sangliers et l'importance d'un placement stratégique et d'une bonne préparation lors des opérations de piégeage, notamment dans les environnements où les ressources sont rares et où le comportement animal devient plus prudent et variable. Dans une région agricole du Sud, la période qui aurait dû être synonyme de récolte a au contraire révélé une crise grandissante. Les champs, qui devaient témoigner de mois de labeur, ont commencé à subir des dégâts de plus en plus importants. Ces pertes n'étaient pas dues aux intempéries ni aux maladies des plantes, mais à une population de sangliers en pleine expansion, devenue difficile à contrôler. Au début, les signes semblaient mineurs. De petites parcelles de culture étaient couchées et des zones de sol étaient remuées du jour au lendemain. Ces indicateurs étaient courants dans la région, où les sangliers sont fréquents et ne causent généralement pas de dégâts importants. Cependant, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, les dégâts se sont étendus et intensifiés avec le temps. En peu de temps, plusieurs exploitations agricoles ont commencé à subir le même sort. Les récoltes n'étaient plus seulement partiellement consommées, mais entièrement détruites. Le sol paraissait profondément labouré, comme si les animaux cherchaient de la nourriture en profondeur. Les traces se sont multipliées et généralisées, confirmant qu'il ne s'agissait pas de l'activité de quelques animaux seulement, mais de grands groupes organisés. Les enregistrements des caméras ont permis d'obtenir des informations supplémentaires. Des groupes de sangliers ont été observés pénétrant dans les champs tôt le matin, souvent vers 3 heures. Leur comportement suggérait une certaine coordination. Ils se déplaçaient en formation dispersée, en maintenant une distance les uns des autres, et positionnaient certains individus en bordure, ce qui semblait constituer une forme de vigilance ou de protection pour le groupe. Au fil du temps, leur comportement a continué d'évoluer. Dans certaines zones, les animaux ont commencé à arriver plus tard que d'habitude. Ailleurs, ils évitaient les sentiers habituellement empruntés et manifestaient une nette tendance à se tenir à l'écart des lieux ayant récemment fait l'objet d'une activité humaine. Ce changement témoignait d'une grande capacité d'adaptation, rendant les efforts de contrôle de plus en plus difficiles. Face à l'aggravation des dégâts, les agriculteurs subissaient une pression financière croissante et une inquiétude grandissante quant à leurs moyens de subsistance. Des mois de travail étaient perdus, et aucune solution simple ni immédiate n'existait. L'une des méthodes largement adoptées consistait à utiliser des systèmes de piégeage. Ces systèmes étaient installés dans les zones les plus touchées, afin de capturer des groupes entiers plutôt que des individus isolés. Cette approche reposait sur un principe fondamental.
Capturer seulement une partie d'un groupe ne résolvait pas le problème, car les animaux restants reviendraient et deviendraient plus méfiants. Cependant, l'efficacité des pièges était variable. Dans certains cas, des groupes de porcs s'approchaient des pièges mais s'arrêtaient avant d'y entrer. Les observations ont montré qu'ils tournaient autour des structures puis s'en éloignaient sans les déclencher. Dans d'autres situations, les pièges se sont activés trop tôt, ne capturant que quelques individus tandis que la majorité s'échappait. Lorsque ces groupes sont revenus plus tard, ils ont complètement évité les pièges. Des ajustements répétés ont été effectués. La conception des pièges a été modifiée, leur emplacement changé et les stratégies améliorées. Malgré ces efforts, les animaux ont continué à s'adapter. Ils arrivaient à des moments différents, approchaient par de nouvelles directions et gardaient souvent leur distance tout en observant les environs. Certains individus semblaient rester en retrait, comme pour évaluer les risques avant de laisser les autres s'avancer. Ces observations ont permis de tirer une conclusion évidente. Le défi ne résidait pas seulement dans le nombre d'animaux, mais aussi dans leur capacité à apprendre et à adapter leur comportement. Durant cette période, un enregistrement largement diffusé a documenté un dénouement différent. La vidéo montrait une configuration similaire, un champ endommagé et un piège nouvellement installé. Au fil de la nuit, un groupe de sangliers est apparu. Contrairement aux rencontres précédentes, leur mouvement était lent et délibéré. Ils ont pénétré dans la zone progressivement, s'arrêtant pour observer les environs avant de poursuivre leur progression. Le nombre d'animaux augmenta régulièrement. Plusieurs individus entrèrent, suivis d'autres. À un moment donné, un animal en bordure hésita et fit demi-tour, un comportement qui, auparavant, avait provoqué la retraite de groupes entiers. Cependant, cette fois-ci, l'animal de tête continua d'avancer et les autres le suivirent. Alors que de plus en plus d'animaux entraient dans le piège, la situation devint critique. La plupart du groupe étant à l'intérieur, le mécanisme se déclencha. La porte se referma rapidement, emprisonnant les animaux dans l'enclos. Des tentatives d'évasion s'ensuivirent, mais la structure empêcha tout mouvement. Le lendemain matin, les dégâts visibles dans les champs persistaient. Les pertes des semaines précédentes étaient irréversibles. Cependant, le confinement réussi d'un important groupe a marqué un tournant décisif, démontrant que, dans des conditions optimales, les mesures de contrôle pouvaient être efficaces, même face à une faune sauvage très adaptable. Pour de nombreuses communautés agricoles, le succès d'une seule opération de piégeage ne constitue pas une solution définitive. Toutefois, il encourage la poursuite des efforts à long terme pour contrôler la prolifération des sangliers. Ce problème n'est pas localisé et ne se limite pas à un seul endroit. Sur de vastes étendues de terres agricoles, des groupes de sangliers continuent de se déplacer, de s'adapter et de rechercher de nouvelles sources de nourriture. L'une des principales préoccupations n'est pas seulement leur présence, mais aussi leur capacité croissante à tirer des leçons de chaque rencontre. Au fil des décennies, les populations de sangliers se sont étendues à travers les États-Unis, migrant des forêts et des zones humides vers les zones périurbaines et agricoles. De ce fait, elles ne sont plus confinées aux milieux ruraux et représentent désormais un défi plus vaste. Aujourd'hui, la prolifération des sangliers est considérée comme un problème national, affectant l'équilibre écologique, la stabilité économique et la sécurité publique. Cette situation impose un choix clair. Soit gérer les populations de manière responsable, soit les laisser proliférer de façon incontrôlée. Les sangliers présents aux États-Unis ne sont pas une espèce indigène. Ils descendent de porcs domestiques, relâchés dans la nature, ainsi que de sangliers importés à des fins de chasse. Au fil du temps, ces animaux se sont adaptés au milieu naturel, ont développé des stratégies de survie et se sont reproduits rapidement, devenant ainsi une espèce invasive extrêmement résistante. Leur capacité de reproduction joue un rôle essentiel dans leur expansion. Une seule femelle peut avoir 2 portées par an, chaque portée comptant entre 6 et 12 petits. Ainsi, même un petit groupe peut se transformer en une population importante en un laps de temps relativement court. L'impact de cette prolifération est considérable. Les sangliers endommagent les cultures, perturbent la structure du sol et nuisent aux écosystèmes indigènes. Dans certains cas, ils représentent également un risque pour la sécurité lorsqu'ils pénètrent dans les zones résidentielles,
notamment s'ils se sentent menacés ou acculés. Pour remédier à ce problème, de nombreux organismes de gestion des terres ont opté pour des systèmes de piégeage plus complets, conçus pour capturer des groupes entiers plutôt que des individus isolés. Une approche courante consiste à utiliser des enclos de grande taille, pouvant contenir plusieurs animaux simultanément, y compris des reproducteurs. Cette méthode améliore l'efficacité à long terme en réduisant le risque de reconstitution rapide des populations. Certains systèmes sont équipés d'un dispositif d'activation à distance permettant aux opérateurs de déclencher le mécanisme en toute sécurité. Cela réduit les risques et augmente la probabilité de capturer l'ensemble du groupe simultanément, minimisant ainsi le risque que les animaux apprennent à éviter les pièges. Cette approche favorise également des pratiques de gestion plus respectueuses du bien, être animal en réduisant le stress prolongé et en limitant les dommages inutiles. Une préparation adéquate est essentielle avant l'installation. Le matériel nécessaire comprend généralement des filets ou des bâches résistants, des structures de support robustes, des lignes de déclenchement et des appâts adaptés aux sangliers. Le choix d'un emplacement approprié est tout aussi important. Les sites efficaces sont généralement des zones fréquentées par les sangliers, comme les aires d'alimentation ou les sentiers aménagés. Le terrain doit être stable et plat afin d'assurer le bon fonctionnement du système et d'éviter tout problème structurel. Une fois installé, le système est configuré pour que le filet ou l'enclos se déploie de manière fluide et régulière. Tous les composants mécaniques, y compris les cordes et les mécanismes de déclenchement, doivent être soigneusement vérifiés afin de garantir leur fiabilité. Le déclencheur est relié à la zone d'appât. Ainsi, lorsque les animaux se rassemblent et s'intéressent à l'appât, le système s'active. Il est recommandé de tester le système à plusieurs reprises afin de confirmer son bon fonctionnement. Les consignes de sécurité doivent être respectées en permanence, notamment le maintien d'une distance de sécurité et la réalisation d'inspections régulières. Lorsque des sangliers s'approchent d'un tel système, ils se comportent généralement avec prudence. Les individus de tête ont tendance à progresser lentement, utilisant leur odorat et leur vigilance pour évaluer les risques potentiels. Une fois qu'ils ne perçoivent aucun danger immédiat, d'autres individus commencent à pénétrer dans la zone. L'activation ne se produit que lorsque la majorité ou la totalité du groupe se trouve à l'intérieur de l'enceinte. Le système se déploie alors rapidement, couvrant la zone et empêchant toute fuite. Le processus est conçu pour être contrôlé et efficace, évitant tout impact soudain ou dommageable. Au départ, les animaux peuvent tenter de s'échapper, mais la conception fermée de l'enceinte empêche toute sortie partielle. Avec le temps, leur mouvement diminue à mesure que la situation se stabilise. Cette approche réduit la probabilité de comportements d'évitement ultérieurs, car elle empêche les captures incomplètes. Une fois le confinement maîtrisé, le personnel formé gère la situation conformément aux directives établies. L'objectif est de garantir la sécurité, de réduire le stress et de gérer la population de manière responsable. Ces systèmes ne visent pas à éradiquer complètement les populations de sangliers, mais à maintenir l'équilibre et à réduire les conflits entre les humains et la faune sauvage. Grâce à une planification adéquate et à une intervention précoce, les communautés peuvent mieux gérer les risques et coexister plus harmonieusement avec les écosystèmes environnants. Dans certaines régions, notamment dans les petites communautés, les méthodes traditionnelles ont cédé la place à des approches coordonnées. Au lieu d'efforts isolés, des communautés entières collaborent à la mise en œuvre de systèmes partagés visant à encadrer les déplacements des animaux et à réduire les dommages à long terme. Cette stratégie coordonnée témoigne d'un changement de perspective, privilégiant non seulement les résultats immédiats, mais aussi une gestion durable et éclairée des populations d'animaux sauvages. Cette fois, la question avait changé. Il ne s'agissait plus de savoir combien de porcs on pouvait attraper en une seule nuit, mais de quelque chose de bien plus important. Comment faire en sorte qu'un village entier puisse enfin retrouver le sommeil? Le changement le plus important ne résidait pas dans le matériel, mais dans la mentalité. L'objectif de ce système n'a jamais été de capturer le plus grand nombre de sangliers possible, mais de rompre leurs habitudes, de les déraciner de la manière dont ils s'approchaient des zones habitées. L'approche est passée de la réaction à la prévention. Au lieu de placer des pièges dans des zones déjà endommagées,
Des structures de confinement ont été soigneusement positionnées dans des zones de transition. Des points de décision naturels où les sangliers ont tendance à ralentir, observer et évaluer leur environnement avant de choisir leur prochaine direction. Ces moments subtils étaient cruciaux. Un petit changement au bon endroit pouvait influencer le déplacement de toute la compagnie. Chaque structure n'était plus considérée comme un piège isolé, mais comme faisant partie d'un vaste réseau de contrôle entourant le village. Car un contrôle efficace ne repose pas sur les outils, mais sur la compréhension. Dans un premier temps, aucun enclos n'a été activé. Ils sont restés intacts pendant plusieurs nuits, permettant aux sangliers de s'approcher, d'observer et de se familiariser progressivement avec leur présence. Avec le temps, ces structures se sont fondues dans le paysage. Il n'y avait aucune pression, aucune menace, rien qui paraissait déplacé. Les caméras ne servaient pas à compter les animaux, mais à étudier leur comportement, leurs déplacements, leurs hésitations et les réactions du groupe. Ces données ont apporté quelque chose de bien plus précieux que de simples chiffres, une compréhension profonde. Les décisions ne reposaient plus uniquement sur l'instinct, mais sur l'observation des comportements observés. En n'intervenant pas précipitamment, le système a privilégié les comportements naturels plutôt que de forcer les choses. Lorsque les animaux se sentent en sécurité, ils révèlent leur véritable façon de bouger et de penser. Une fois cet accord établi, des ajustements progressifs et maîtrisés ont été mis en œuvre. Il n'y a eu ni blocage soudain, ni action agressive. Au contraire, des changements subtils ont peu à peu rendu les anciens itinéraires moins attrayants, réduisant ainsi la fréquence à laquelle les porcs s'enfonçaient plus profondément dans le village. Pour les animaux, ces changements semblaient naturels, de simples choix différents au sein de leur environnement. Mais en réalité, il s'agissait d'une forme de guidage comportemental conçue pour rediriger leurs mouvements sans provoquer de stress ni de panique. Lorsque les caméras ont montré que les animaux commençaient à changer de direction de concert, la vérité est devenue évidente, le système fonctionnait. Ce n'est qu'alors que les pièges ont été activés, à distance et de manière coordonnée dans toute la zone centrale. L'opération était contrôlée et délibérée, permettant de contenir les porcs dans une zone de sécurité prédéfinie, tout en minimisant la panique et en réduisant les risques pour les animaux et les personnes. Aucun dispositif n'a fonctionné isolément. L'ensemble du système fonctionnait comme un tout, guidé par le timing, les données et la coordination. Le lendemain matin, le village avait retrouvé son rythme habituel. Aucun nouveau signe de dégâts, aucune perturbation près des maisons ou des champs, un calme et une normalité retrouvée. La dernière étape n'était pas l'expansion, mais le retrait. Tout le matériel a été démonté avec soin et conformément au protocole. Les enclos ont été vérifiés une dernière fois, et tout a été transporté à l'aide d'un véhicule utilitaire des gardes forestiers afin de ne laisser aucune trace olfactive ni aucun attractif. Ce n'est que lorsque la zone a été complètement débarrassée de toute trace que l'opération a véritablement pris fin. En matière de gestion de la faune sauvage, les solutions durables ne proviennent pas de la confrontation. Elles proviennent de la compréhension des comportements, de l'utilisation des données et de l'application de stratégies réfléchies et responsables. Les sangliers apparaissent rarement par hasard. Ils évoluent sur des territoires et des itinéraires bien établis, dont les schémas varient selon les saisons et le niveau de perturbation. Dès qu'une compagnie commence à revenir dans une zone, les dégâts peuvent s'aggraver rapidement, parfois du jour au lendemain. Et lorsqu'ils deviennent visibles, il est déjà beaucoup plus difficile de les contrôler. C'est pourquoi de nombreuses collectivités optent pour une approche différente, un contrôle précoce et proactif. Il ne s'agit pas de réagir après coup, mais de gérer, de contenir et de prévenir le problème avant qu'il ne s'aggrave. Interpréter les signes ne consiste pas à affronter la situation. Il s'agit de savoir quand et où une intervention est judicieuse. Car une fois qu'un individu mal intentionné a établi une routine, même une action malencontreuse peut le déstabiliser et entraîner des mouvements imprévisibles, rendant le contrôle beaucoup plus difficile. L'objectif n'est pas la pression, mais la clarté. Le véritable défi n'est pas simplement de construire un piège, mais de le placer correctement et de l'aborder en comprenant parfaitement le comportement des animaux. Les sangliers ne se déplacent pas en ligne droite.
Ils évitent les passages exposés et s'adaptent rapidement aux perturbations. Un piège mal positionné, abordé par la mauvaise direction ou mal compris, peut échouer complètement, non pas parce qu'il est inefficace, mais parce que les sangliers choisissent tout simplement de l'éviter. Dans une grande partie de l'Est des États-Unis, le relief ajoute une difficulté supplémentaire. Les zones basses au sol meuble se déplacent en fonction de l'humidité, tandis que les pentes et les terrains accidentés peuvent entraîner des mouvements ou des tassements des structures au fil du temps. Chaque détail compte, car au final, le succès ne se mesure pas au nombre d'animaux capturés, mais à quelque chose de beaucoup plus discret, le moment où ils ne reviennent plus. Avec les cages à enclos traditionnels, un terrain instable peut rapidement entraîner un mauvais alignement des portes ou une efficacité réduite après une courte période d'utilisation. Les systèmes plus avancés, bien qu'offrant un meilleur contrôle, ne sont pas non plus sans limite. Les angles morts de la caméra, les angles restreints ou les problèmes de transmission du signal peuvent tous affecter leur performance. Un emplacement qui paraît pratique au premier abord n'est pas forcément adapté en pratique. Éliminer les zones instables ou dangereuses n'est pas qu'une simple précaution. C'est une étape indispensable pour prévenir des problèmes plus importants par la suite. Un piège n'est efficace que s'il s'intègre parfaitement à l'environnement, s'il ne perturbe en rien son comportement. Dès qu'un élément leur paraît anormal, les sangliers le perçoivent. Et une fois qu'ils l'ont identifié, ils ne l'affrontent pas. Ils s'adaptent, changent de cap et disparaissent. C'est pourquoi le placement est plus important que la rapidité. Les pièges doivent être positionnés le long des couloirs de passage et des zones d'alimentation habituelles, y compris les itinéraires secondaires souvent négligés. L'objectif n'est pas d'agir vite, mais de minimiser tout élément susceptible d'alerter les animaux. Odeurs inhabituelles, traces humaines visibles, perturbations inutiles, chacun de ces éléments augmente le risque d'échec. Dans bien des cas, une fois le système en place, la mesure la plus efficace est la restriction. Prendre du recul permet à l'environnement de se réinitialiser, et lorsque c'est le cas, les porcs reviennent avec moins de méfiance. C'est dans ces moments-là, lorsque le comportement redevient normal, que les efforts de contrôle ont le plus de chances de succès. Dans les zones proches des habitations et des terres agricoles, les enclos traditionnels restent précieux de par leur facilité d'utilisation et leur capacité à réagir immédiatement aux situations imprévues. Cette approche offre une grande flexibilité tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens. En revanche, dans les environnements plus isolés, où l'accès est limité et les risques plus élevés, les systèmes d'enclos intelligents présentent un avantage certain. La surveillance et l'activation à distance permettent aux opérateurs d'attendre patiemment que l'ensemble du groupe soit à portée, réduisant ainsi le risque de capture partielle et le problème persistant des individus méfiants. Aucune de ces approches ne repose sur la confrontation. Toutes deux s'appuient sur la compréhension des comportements et la mise en œuvre d'actions contrôlées et délibérées pour réduire les conflits. Ces efforts démontrent en définitive que la protection des cultures ne dépend pas uniquement des outils utilisés, mais aussi de la capacité des populations à comprendre et à s'adapter à leur territoire. Correctement déployés, les systèmes de pièges à corral, notamment ceux intégrant une surveillance à distance, peuvent réduire considérablement les conflits et protéger les récoltes, à condition d'être adaptés aux conditions locales. Le piégeage et la manipulation doivent également respecter la réglementation locale et les directives des autorités compétentes, afin de garantir l'efficacité et la responsabilité des mesures de contrôle. À l'avenir, l'observation continue et l'application concrète de ces systèmes façonneront leur évolution. À mesure que les communautés affinent leur stratégie, l'attention se porte de plus en plus sur la façon dont les groupes d'oiseaux réagissent, sur l'évolution de leur comportement au fil du temps et sur la manière dont les nouvelles technologies redéfinissent discrètement la protection des terres agricoles. Car la réalité demeure inchangée. En une seule nuit, une harde de sangliers peut anéantir des mois de labeur humain. Cette rapidité de destruction soulève une question difficile, mais essentielle. Comment réagir rapidement, efficacement et sans perturber l'équilibre de l'écosystème environnant? À première vue, un piège à cochons peut sembler simple.
un simple filet renforcé. En réalité, il s'agit d'un système soigneusement conçu pour gérer des colonies entières de manière contrôlée et responsable, sans recourir à des mesures extrêmes. Des piquets en acier sont enfoncés dans le sol selon des angles calculés afin de créer une structure porteuse stable, renforcée par des pinces robustes et des sangles à haute résistance pour garantir son intégrité. Le filet est conçu pour allier robustesse et flexibilité. Suffisamment résistant pour supporter les chocs, il absorbe également les forces sans se rompre. Son bord inférieur est solidement ancré au sol, l'empêchant de bouger lorsque les animaux réagissent. Chaque élément a une fonction précise, et l'efficacité repose non pas sur la force, mais sur la précision. Une conception adéquate, un positionnement optimal et un timing parfait. Dans les zones à végétation dense ou arborée, les installateurs tirent souvent parti des points d'ancrage naturels. Les troncs robustes peuvent remplacer les supports artificiels, réduisant ainsi la quantité de matériel nécessaire et permettant à la structure de s'intégrer harmonieusement à son environnement. Cette méthode améliore non seulement l'efficacité de l'installation, mais minimise également les perturbations, rendant le système aussi discret que possible. Car, au final, le succès se mesure rarement à ce que l'on ajoute à l'environnement, mais plutôt à la moindre perturbation qu'on y inflige. Et plus le système se fait discret, plus il est efficace. Jusqu'au jour où le mouvement s'arrête, les dégâts s'estompent et la Terre retrouve paisiblement son équilibre.